Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau spécial. Aujourd'hui, 5 juillet 2022, nous sortons fraîchement de la semaine du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Parlant de l'indépendance, Géopolis Télé a opté pour une particularité qui est celle de faire le point sur l'indépendance économique de la RDC, 62 ans après son accession à l'indépendance politique. Dans cette émission, il s'agira donc de faire un point sur cette question dans les secteurs de l'agriculture. Nous avons pour intervenant Fiston Oleko, journaliste économique de Géopolis Télé. Bonsoir Fiston Oleko. Bonsoir Damani Mujinga, merci de m'associer à cet exercice. J'ai dit aussi bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes très ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, dans les secteurs de l'agriculture, peut-on dire que la RDC est indépendante? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Merci beaucoup Madame Damani Mujinga. Parler de l'indépendance économique, spécialement dans le secteur économique, revient aussi à dire ou à faire un petit, comme vous avez dit, faire le point sur la différence qu'on peut faire ou la démarcation qu'on peut faire sur les deux concepts, l'indépendance politique et l'indépendance économique. Et Géopolis a commencé, comme vous l'avez dit, à travailler sur cette question depuis la semaine passée, la semaine même de l'indépendance. Il y a eu beaucoup des spécialistes de la question qui ont défini. Moi, spécialement, ce que je peux dire, c'est que quand on parle de l'indépendance, on voit l'autonomie. Et quand on parle de l'indépendance politique, on voit l'autonomie dans la décision, l'autonomie dans le pouvoir de décider, de prendre des décisions, de décider sur la destinée même du pays. Mais quand on parle de l'indépendance économique, on voit beaucoup plus l'autonomie dans les trois grands secteurs de l'économie qui définit même le concept de l'économie, qui est la production, la distribution, mais aussi la consommation. C'est-à-dire, quand on revient maintenant à votre question, qui est celle de savoir si nous sommes économiquement indépendants, spécialement dans le secteur de l'agriculture, je vais un tout petit peu vous décevoir de dire que non, notre pays, et je suis un peu trop sec de dire ça, notre pays n'est pas indépendant économiquement, surtout sur le plan de ce secteur vital. Il faut dire que tous les pays du monde, tous les pays développés du monde ont développé de manière vraiment très sensible le secteur de l'économie. C'est un secteur vital. Si vous voyez la question de la RDC, si vous remarquez, nous allons commencer d'abord par exemple dans les denrées alimentaires. Vous allez comprendre que nous importons tout. Nous importons même les maïs avec les semoules, nous importons du riz, nous importons des chinchards, nous importons des cotis, nous importons des vivres frais. Donc la RDC, on est loin de dire aujourd'hui que nous sommes, économiquement indépendants, surtout dans le secteur agricole, parce que tout ce que nous consommons, surtout sur ce secteur, viennent essentiellement de l'extérieur. Vous portez un très beau habit. Je ne sais pas s'il y a une société ou une plantation de coton ou une société de transformation des habits à partir des cotons qui sont produits ou qui sont plantés ici chez nous, qui peuvent produire ces genres d'habits. Donc nous sommes vraiment dépendants économiquement au point que tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Ok. Nous savons que la RDC, c'est un pays qui possède de nombreuses potentialités. Mais 62 ans après son indépendance, nous remarquons une certaine stagnation, voire même une faible activité dans ces secteurs-là. Comment vous pouvez expliquer cela? Merci beaucoup. Vous avez dit la RDC, c'est un pays à potentiel agricole énorme. Quand vous voyez les chiffres, on parle de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, c'est-à-dire que des terres qui peuvent être rendues justement arables par l'irrigation, c'est-à-dire avec de l'eau. La RDC ne manque pas aussi de l'eau pour irriguer ces terres qui sont irrigables. La RDC, comme je l'ai dit, un pays à vocation vraiment agricole, avant même qu'on parle de mines, parce que si vous voyez, l'agriculture paysanne occupe plus de 70% de la population active, et nous avons une végétation qui peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail, c'est-à-dire des bovins, des éléphants et tout. Notre végétation peut supporter l'élévation ou l'élevage de ces nombres-là, des 40 millions de têtes de gros bétail. Donc on ne peut pas imaginer aujourd'hui chez nous,
on importe tout, même les côtes des porcs, on importe même des couches des poulets, alors que nous sommes suffisamment munis ou nantis par Dieu, nantis par la nature, pour pouvoir essayer d'être un tout petit peu autonome dans ce sens-là. La RDC a une densité halieutique qui est estimée à 700 millions de tonnes par an de poissons. C'est-à-dire on ne peut pas importer les chinchards, on ne peut pas importer je ne sais pas comment on l'appelle, ces poissons, les poissons là qu'on appelle les mabundu. J'ai ignoré le nom, j'ai oublié le nom en français. Donc on ne peut pas importer tous ces produits-là alors que nous avons des potentialités. Quand on parle aujourd'hui une capacité, une densité estimée à 700 000 tonnes de poissons, ce qui veut dire qu'en RDC, les poissons naissent, grandissent, vieillissent et meurent dans l'eau sans pour autant arriver sur ou dans l'assiette du Congolais. Imaginez, avant l'accession de notre pays à l'indépendance, nous avions notre capacité à exporter, l'exportation des produits agricoles contribuait à 43% dans les budgets nationaux. Donc c'était vraiment un secteur qui faisait vivre même l'économie de ce pays avant l'indépendance. Mais après l'indépendance, ce qui s'est passé, là je rentre directement dans votre question concernant la justification de cette stagnation ou de la baisse de l'activité économique. Après justement l'indépendance, les Congolais, l'indépendance politique en 1960 déclarée le 30 juin, les Congolais ont pris en possession la gestion du pays. Et il s'est fait que nous sommes intéressés au secteur minier. C'est-à-dire les mines, les cuivres spécialement, parce que après l'indépendance, c'était vraiment le cuivre qui a été comme le fleuron économique de notre économie. On s'est beaucoup plus intéressé à ça. Et du coup, on ne sait pas beaucoup plus, ou bien on n'a pas beaucoup investi sur l'agriculture, et il y a eu cette baisse. Le Congo produisait du riz. Le Congo, nous étions, avant l'indépendance, le deuxième pays producteur de l'huile de palme, après l'Indonésie. Donc, en ce moment-là, on pouvait vivre avec ou aussi avec l'agriculture, parce que ça contribuait à peu de 50%, comme je l'ai dit tantôt. Ce qui a fait que nous aussi, nous retombions dans ce travers, c'est que il n'y a pas eu de vision claire, il n'y a pas eu vraiment de politique, et jusqu'à aujourd'hui nous en souffrons de la politique ou des visions agricoles qui pouvaient faire en sorte que ce secteur devienne vraiment un moteur même du développement de notre pays, comme c'est le cas sous d'autres cieux. On va voir, par exemple, en 1973, la RDC ou le Zaïre à l'époque avec le président Mobutu va prendre une décision qui était saluée à l'époque, mais au fur et à mesure, ça apparaît un peu inopérant parce que les Congolais n'ont pas su gérer. C'était la décision de la zaïrianisation, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui appartenaient aux étrangers, et du coup, en un coup de bâton magique, c'est devenu des propriétés des Congolais. Je vais prendre ici le cas, par exemple, d'une entreprise d'un Belge qu'on appelait William Damso, qui avait plus de 1900 et quelques plantations, et on a donné ça au ministre de l'Agriculture qui s'appelait Moboti, Lito Moboti de l'époque, plus de 1900 plantations, c'est-à-dire dans le secteur agricole pour son entreprise Congo Frigo, et les Congolais n'ont pas su gérer. Notamment, ce ministre-là a fait tomber en faillite cette entreprise qui vraiment produisait ici. On faisait même la transformation ici. Donc, il y a d'abord cette décision de la zaïrianisation qui a aussi plombé notre économie. Mais je vais aussi rappeler un fait. Nous sommes en 2008. La RDC a décidé de privatiser les entreprises congolaises. Et dans ce processus, il y avait la Banque mondiale qui nous avait soutenus avec la ministre de portefeuille. En ce moment-là, c'était Janine Mabunda. On a décidé, d'un côté, premièrement, de rendre des entreprises publiques, un groupe des entreprises publiques était rendu des entreprises commerciales, un autre groupe était transformé en établissement public. Là, nous avons les cas, par exemple, de l'OCC, nous avons les cas d'autres entreprises. Nous prenons encore un autre groupe des entreprises qui était justement introduit dans le service public, c'est-à-dire que dans l'administration de l'État, et il y avait un autre groupe, le quatrième groupe, qui justement on a liquidé toutes ces entreprises-là. Mais une chose
qui frappe vraiment les esprits, c'est que dans les 6 entreprises liquidées par l'État congolais, c'est-à-dire l'État s'est désengagé totalement de la gestion de ces entreprises, il y a 5 entreprises qui s'intéressent spécialement de l'agriculture. Nous avons les cacaoyers des Boulou, nous avons le palmeraie des Gassouma, des Gossuma, nous avons les cotonniers du Congo, nous avons les complexes sucriers des Lotokila, nous avons la caisse de stabilisation cotonnière. Donc, en quelque sorte, c'était une décision que nous avons prise de vraiment tourner les dos à l'agriculture, de favoriser l'importation, comme vous l'avez dit, nous importons tout, de se dire que nous ne serons en quelque sorte vraiment pas indépendants, vraiment surtout sur le secteur agricole. Imaginez, nous avions 7 entreprises ou 8 entreprises, 5 ont été liquidées comme ça, et ce sont les décisions que nous avons prises qui ont fait en sorte que ces secteurs dans notre pays puissent un tout petit peu plomber. Ok. La rédaction de Géopolis Télé a réalisé une interview avec le professeur Dieudonné Loaba, spécialiste des questions du droit économique et des affaires. Je vous propose de suivre un extrait. Ok, d'emblée, quand on est devant le concept d'indépendance, on voit beaucoup plus ces aspects politiques, alors qu'il est important, comme vous le dites, c'est quand même assez particulier d'avoir pensé à ce concept. Parce que l'indépendance politique ne vaut pas simplement et ne signifie pas directement indépendance politique. Parce que sur le plan économique, la conception de l'indépendance politique, c'est le fait pour un pays d'avoir une autonomie dans la disposition de ressources, des moyens, des potentialités qui peuvent lui permettre de se suffire et d'émerger en tant qu'État. Vous savez, quand nous sommes dans un pays comme le nôtre, c'est vrai que au lendemain de l'indépendance politique, sur le plan économique, la République démocratique du Congo était un pays de référence. Parce qu'on se souviendra que la monnaie nationale avait une valeur qui était même plus que le dollar américain à l'époque. Et que, autour de ce que nous avons comme potentialité chez nous, un auteur de notre siècle n'a pas eu tort quand il a déclaré que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait en République démocratique du Congo. Nous avons toujours eu l'habitude de parler de notre indépendance politique. C'est vrai que c'est à l'approche et là nous fêtons notre indépendance de cette année. Nous commémorons cette année de souvenance de notre indépendance dans les conditions particulières parce que nous sommes en insécurité à cause des attaques et de la rébellion à l'est de notre pays. Mais que tous les Congolais, nous devons unir nos efforts maintenant en ce qui concerne cet aspect des choses pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi qui se trouve sur l'étendue de notre territoire pour que notre intégrité du territoire soit consacrée. Et politiquement, ces efforts, on les voit conjugués dans tous les sens. Tout le monde condamne ce qui se passe et tout le monde est d'accord qu'il va falloir que la République démocratique du Congo reprenne du poil de la bête et que le développement devienne aujourd'hui une réalité. Fiston Oleko, Oui. est-ce normal pour un pays capable de nourrir le monde entier d'importer presque tout ce qu'elle consomme, comme vous l'aviez dit, du riz, de la viande et plusieurs autres produits? Alors, pourquoi ce domaine est abandonné à son triste sort, alors qu'elle pourrait grandement contribuer à l'économie de la RDC? Oui, vous avez raison, c'est comme je venais de les démontrer tout à l'heure, toutes les potentialités que le pays regorge, surtout dans ce secteur-là. Il faut dire que le pays, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai démontré comme potentialité, surtout en ce qui concerne les terres arables, en ce qui concerne la capacité même de produire les poissons dans nos eaux, la RDC peut justement nourrir 2 milliards de personnes dans le monde. Si aujourd'hui les statistiques établissent la population mondiale au niveau de 7 milliards, c'est-à-dire quand on parle de 2 milliards, nous sommes autour de 30 quelques ou 40% des personnes que la RDC peut nourrir. La RDC a la capacité aujourd'hui de nourrir toute l'Afrique avec tout ce que nous avons comme potentialité. Donc tous les domaines, le domaine de l'agriculture, de l'élevage, le domaine de la pêche. Donc aujourd'hui, si nous nous retrouvons dans ce problème ici, c'est justement parce que, on n'avait pas, comme je l'ai dit, la vision. Nous manquons aussi, il faut dire, la main-d'œuvre qui pouvait travailler dans ce secteur-là, une main-d'œuvre qualifiée,
qui sait vraiment comment les secteurs tournent, comment on peut transformer les produits agricoles pour des produits finis, comme je l'ai dit aussi tantôt, avec par exemple la fabrication des tissus, la fabrication par exemple des jus, la fabrication par exemple aussi, pourquoi pas, même des sociétés qui s'occupent des vivres frais. Donc on n'a pas cette vision-là, cette politique, mais aussi on n'a pas aussi la main d'œuvre. Il y a aussi cette question des matériels pour faire vraiment cette agriculture à grande échelle, cette agriculture industrielle. Il y a aussi ces problèmes de l'électricité. La RDC, c'est 9% des populations, où c'est dans l'ensemble, nous sommes alimentés en énergie électrique à 9%. Alors que la RDC, et ça, cette alimentation-là énergétique, c'est beaucoup plus dans des grandes agglomérations. Par exemple, Kinshasa, nous avons le Haut-Katanga avec le Bumbashi, et un peu le Lualaba avec Kolwezi. Nous avons à l'Est, mais c'est à l'Est que c'est beaucoup plus développé parce que les privés ont beaucoup plus investi là-bas. Nous avons le problème de la connexion au niveau des voies de communication. C'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment des infrastructures de base viables qui peuvent favoriser justement l'éclosion ou bien le développement de ce secteur de l'agriculture. Donc ce sont vraiment tous ces facteurs-là qui font en sorte que nous nous retrouvions dans cette situation, malgré tout ce que nous avons, malgré tout ce qu'on peut donner au monde comme capacité, comme production au niveau de l'agriculture. Ok. Quelles solutions pourrait-on mettre en pratique afin de sortir la RDC de cette dépendance alimentaire et de consommer purement congolais? La solution, c'est aussi simple et complexe à la fois, parce que c'est simple à dire, mais c'est très complexe, surtout dans la praticabilité. Et pour cela, nous avons aussi pris un autre professeur, et je crois que vous allez bien évidemment. C'est le professeur Nico Menga qui a parlé de justement comment commencer ou comment relancer ce secteur agricole, comment favoriser même le développement au niveau interne. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord par investir. Si vous voyez aujourd'hui le budget de la République démocratique du Congo, et quand vous voyez la ligne budgétaire du secteur de l'agriculture, c'est moins de 3, c'est moins même de 2%. Alors, si vous voyez, il y a un engagement que la République démocratique du Congo a pris à Maputo, en Mozambique, en 2003, avec les chefs d'État de l'Afrique, dans le cadre de l'Union africaine, qui avait décidé que chaque pays de l'Union africaine puisse, chaque année, dans son budget, réserver 10% au secteur de l'agriculture. Ce qui n'est pas fait jusque-là, je l'ai dit ici, que nous dépensons moins de 3% pour le secteur agricole, et alors que c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement. Il y a justement des essais dans ce secteur, mais ça ne va pas avec peut-être Kanemaka Sissi. Nous voyons comment les jeunes sont formés là-bas, avec peut-être Daïpen, mais ce n'est pas aussi totalement congolais. Il y a une forte participation des étrangers là-bas. Nous avons vu avec Bukangalonzo, ça n'a pas marché. Donc nous devons vraiment investir dans ce secteur pour avoir vraiment des résultats escomptés. Et c'est une question de vision, comme je l'ai dit aussi, une question de vision. Est-ce que nous avons des gens, est-ce que nous avons une classe politique qui comprend vraiment les enjeux, qui est vraiment soucieux de pouvoir relever les défis, surtout de l'autosuffisance, le défi de la lutte contre l'insécurité alimentaire, parce qu'il faut aller dans le Congo profond, dans les Kasaï, il faut aller dans les Maniema, il faut aller dans le Sankuru pour comprendre à quel point les populations souffrent de l'insécurité alimentaire. Mais vous allez comprendre qu'à côté, juste à côté, il y a des populations ou des contrées où il y a suffisamment des choses, justement, des produits agricoles qui pourrissent, mais il manque justement de voies de communication. Donc il faut qu'il y ait une conscience nationale de pouvoir investir dans ce secteur, et pour pouvoir aussi relever le défi de ce secteur, notamment relever les défis de l'insécurité alimentaire, relever les défis de l'autosuffisance, mais pourquoi pas, si on produit beaucoup, imaginez aussi exporter à l'extérieur, parce que la RDC, c'est 9 pays voisins, c'est un marché énorme. Vous avez parlé du professeur Nico Omeonga. Alors, ensemble avec les téléspectateurs, nous allons suivre une interview que Géopolis Télé a réalisée. Parce que de toutes les économies du monde, c'est le secteur avant qu'on en arrive à l'économie numérique, c'est le secteur, quand on parle même de l'indépendance devrait se situer au niveau du secteur industriel.
Rappelez-vous, quand nous accédons à l'indépendance, on avait au moins 6500 industries. Mais arrivé en 1980, on a détruit ces industries pour se limiter à 1800 industries. Mais quand nous arrivons maintenant, aujourd'hui, en 2010 d'abord, 110 industries, aujourd'hui nous sommes autour de 60. Et mais ces industries-là, elles sont tenues par qui? Toujours par les expatriés. Prenons les cas les plus éloquents. Même les repas les plus consommés au Congo, les pains ou les gâteaux, c'est toujours l'œuvre des expatriés, dans tous les secteurs. Bon, quand est-ce que nous allons produire ce que nous allons consommer? Mais c'est ça même le paradoxe congolais. Quand nous parlons de paradoxe congolais, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Ça, il faut commencer par régler cette question-là. Et il faut créer, parce que notre économie, non seulement qu'elle est extravertie, mais elle est désarticulée. Elle n'est pas intégrée de l'intérieur. Pourquoi regarder dans l'histoire de la pensée économique, toutes les économies, toute l'industrie a vu les jours aux côtés du village? Pourquoi au village? Parce que c'est au village où il y a quelle activité principale du village? L'agriculture, pêche et élevage. Quand on a produit suffisamment et puis on a consommé et qu'on ne sait pas tout terminer ce qu'on a consommé, il faut conditionner. On a cueilli beaucoup de mangues, mais si on ne les conserve pas, ça va pourrir. Donc il faut créer une industrie qui fait passer la mangue au jus. Voilà comment est née l'industrie manufacturière. Parce que les quelques industries dont on parle ici au Congo, ce sont les industries d'exploitation. Ce n'est pas ça. Quand on parle de l'industrie, c'est l'industrie manufacturière. L'industrie qui est capable de transformer les matières premières en produits finis. Ça n'existe pas. Bon, c'est à ce niveau-là que l'indépendance pouvait se constater. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pendant que l'économie n'est pas intégrée, mais nous nous précipitons pour nous retrouver dans toutes les organisations économiques sous-régionales et régionales. Et quel est le rôle que nous jouons? Nous jouons toujours le rôle de la figuration. Tous les experts en économie de développement sachent ceci et disent ceci. Il faut envoyer les gros des moyens vers là où il y a un grand nombre de la population. Ici, toutes les statistiques indiquent que 70% de la population vit au milieu rural. Mais regardez comment nous, avec notre budget, les gros des moyens restent ici à Kin. Et ces moyens-là, ils restent pour faire quoi? C'est pour les dépenses de consommation et améliorer les trains de vie des institutions. Or, on devrait orienter les gros des moyens au village. Et ces moyens-là, trois choses. Pour terminer, on a besoin seulement de l'énergie, l'eau et l'électricité. Et puis les routes, que moi je qualifie les industries industrialisantes. Quand vous amenez ces choses-là, à partir de là, on va maintenant assister à la production agricole, la vraie production agricole, pas de subsistance. Et cette production va nous amener à l'industrialisation, qui n'existe pas encore. Si elle existe, elle est au stade embryonnaire ou elle est marginale par rapport à notre économie. Et ainsi, quand on a fait ça, on arrive au secteur tertiaire pour l'échange et le commerce. En interne, parce que nous sommes un grand marché de 100 millions de consommateurs. Quand on aura résolu ça, parce qu'il y aura connectivité intra- et interprovinciale, donc les marchés ici, maintenant on peut s'ouvrir sur le plan sous-régional et régional, on va envisager notre intégration sur le plan mondial. Sinon, si on se complaît comme c'est le cas, la mondialisation cesse d'être pour nous une opportunité, ça devient une menace. Et nous sommes marginalisés malheureusement. C'était là le professeur Nico Omeyonga, professeur spécialiste en économie, qui a parlé de comment développer la RDC. Alors, fiston, nous avons souvent tendance à pointer du doigt les autorités de ne rien faire. Alors, ne pensez-vous pas que la population congolaise a une part de responsabilité dans le processus de développement de ces secteurs-là? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question aussi pertinente. Et ce n'est pas à tort qu'on indexe beaucoup plus les autorités, parce que c'est l'autorité qui ont la destinée du pays entre leurs mains. Ce ne sont pas les populations qui construisent les routes, ce ne sont pas aux populations qui définissent même la politique agricole, parce qu'il faut dire que nous n'avons pas une politique claire du secteur de l'agriculture. Cette politique-là ne viendra que des autorités du pays, parce que nous devons nous figurer que nous les avons choisis pour qu'ils prennent des décisions à notre faveur.
Donc, ce qui revient à dire que ce n'était pas à tort, ou ce n'est pas à tort d'indexer, surtout dans ce secteur-là, les autorités du pays de n'avoir rien fait, surtout dans ce secteur. Mais cela étant, la population n'est pas aussi exempte de cette réalité parce que nous tous, à la base, nous subissons les coûts de cette problématique de l'indépendance économique dans les secteurs de l'agriculture. C'est une question, je ne sais pas, d'éducation, c'est une question de formation où nous n'avons pas vraiment suffisamment de renseignements sur l'investissement ou comment entreprendre dans ce secteur. Alors que dans d'autres pays, ça réussit. Ça réussit. Vous voyez, il y a des gens qui, par exemple, en Espagne, en France, les gens qui investissent dans les vignerons. Il y a des vignerons, il y a des gens qui investissent dans les vins, qui plantent des vignes. Donc, ce sont des secteurs qui rapportent. Il y a des gens qui investissent dans l'huile des palmes, dans l'huile végétale. La RDC ne manque pas de potentialité. Il y a des gens qui investissent dans les blés. Nous avons des maniocs ici. On a parlé récemment de l'introduction de 30% des farines de manioc dans la fabrication même des pains. Mais avec quel manioc est-ce que nous avons la possibilité de répondre suffisamment à ces besoins-là? Donc, il y a aussi la population qui n'est pas suffisamment informée de ce secteur. Il y a des Congolais qui investissent, mais qui choisissent d'investir dans d'autres secteurs. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun Congolais qui investit dans ce secteur, mais ce n'est pas suffisant pour arriver à subvenir à nos besoins et puis espérer à arriver à cette indépendance que les Congolais puissent consommer les Congolais puissent produire ce qu'ils consomment, mais aussi consommer ce qu'il a produit. Et à cela, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de la politique des autorités, parce que c'est à eux de définir une politique claire, de créer un climat des affaires qui puisse être attrayant, parce que quand on parle de l'indépendance économique, ce n'est pas dit qu'il n'y aura que des Congolais qui doivent produire les produits qu'ils doivent consommer. Non. C'est que être aussi capable d'attirer les investissements étrangers qui pouvaient bien évidemment entreprendre dans ce secteur, planter bien évidemment ici, transformer ces produits agricoles ici, mais aussi faire profiter ou soit faire consommer ces produits ici. Et ce n'est pas impossible, c'est possible de le faire. Il s'agit, comme je l'ai dit, question de politique au niveau de l'État, mais aussi il y a la population qui doit nécessairement s'intéresser à ça, prendre conscience du défi de notre pays et aller dans ce sens-là. Et ce n'est que dans l'agriculture que beaucoup de pays se sont développés. Même les États-Unis, où on parle de l'ultra-modernité, il y a toujours l'agriculture. Les États-Unis, par exemple, les premiers producteurs de maïs, premiers producteurs de soja, ils fournissent même la Chine en termes de soja. Donc c'est possible que nous allons dans ce sens-là et pouvoir relever les défis de la diversification et de l'indépendance économique dans le secteur agricole. Ok. Alors, c'était là la fin de cette série de questions. Nous vous remercions d'y avoir répondu, Fiston. Merci beaucoup, Damani Mujinga. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Ok. Chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Nous avons eu pour intervenant Fiston Oleko, qui a répondu à quelques questions relatives au secteur de l'économie, principalement dans l'agriculture. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez branchés pour la suite de nos programmes.